Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver de vous accueillir dans ce plateau de l'échiquier international. C'est donc tout naturellement que les projecteurs du monde entier sont tournés vers le siège de l'ONU à New York. En ce moment même, le Conseil de sécurité a entamé une réunion pour discuter de la résolution algérienne portant sur l'adhésion de l'État de la Palestine en qualité de membre permanent des Nations Unies. Et pour parler de cette résolution, mais aussi des enjeux qu'elle comporte, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir de Gamel Abina, observateur des questions internationales qui me rejoint depuis Paris. Bonsoir Gamel. Bonsoir Tina. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aurai également le plaisir d'être accompagné ce soir de Badis Renissa, expert des questions internationales qui me rejoint également depuis Paris. Bonsoir Monsieur Renissa. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je commence avec vous, Monsieur Renissa, et sans transition aucune. C'est donc un bras de fer qui s'annonce ce soir à l'ONU au sein du Conseil de sécurité pour le vote de cette résolution algérienne. Depuis quelque temps, les capitales occidentales s'agitent pour répondre ou pour essayer de répondre ou pour faire semblant de répondre à la demande de leur population qui ne cesse de dénoncer avec ferveur le génocide de l'entité sioniste et qui demande des comptes et qui dénonce aussi la complicité de leur capitale Washington, Paris ou même Londres ont affirmé être prêtes à reconnaître la solution à deux États. Est-ce que finalement cette résolution est une sorte de test pour la bonne foi de ces pays et de leur diplomatie? Tout à fait. Cela s'inscrit dans un exercice diplomatique pur et dur, donc à savoir qu'aujourd'hui ce projet de résolution porté par l'Algérie et derrière elle d'ailleurs cette légitimité, cette fiabilité, cette crédibilité notamment en matière de défense des causes justes, l'Algérie qui est au lendemain de son vote plébiscite et son élection au sein justement du Conseil de sécurité en tant que membre observateur, avait plaidé pour effectivement ce type de question centrale, à savoir la cause palestinienne, mais aller au-delà justement des slogans creux, à savoir ceux du Conseil de sécurité depuis des décennies, notamment depuis 2011, puisque date à laquelle effectivement Mahmoud Abbas avait mis sur la table effectivement l'adhésion de la Palestine. Donc il est question aussi aujourd'hui de pragmatisme. Faut-il rappeler qu'il y a cette réticence effectivement d'un membre permanent qui est quand même les États-Unis, non des membres, qui souhaite effectivement jouer peut-être les troubles faits dans cette adhésion, en tout cas dans ce processus d'adhésion, puisque faut rappeler que c'est une première étape, à savoir essayer d'atteindre le vote favorable de 9 sur 15 des membres des États membres du Conseil de sécurité, et puis par la suite effectivement aller vers une étape que je qualifierais d'étape, je dirais, de formalité administrative, puisqu'on sait pertinemment que de plus de 137 États membres reconnaissent d'ores et déjà la Palestine comme État. Donc c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire, mais par pragmatisme, ça reste une bataille diplomatique de l'aveu même de l'Algérie, de l'aveu même de ceux qui portent cette résolution, à savoir le monde musulman, le monde arabe, et plusieurs courants, plusieurs dynamiques aujourd'hui qui vont justement dans le sillage du génocide qui s'exerce aujourd'hui au sud justement de cette communauté internationale. Cette communauté internationale que je rappelle, qui en 1947 avait elle-même créé ces deux États, a promulgué ou proclamé en mai 48 celui d'Israël, mais pas celui de la Palestine. Donc, il est de son devoir aujourd'hui d'être en phase de son histoire, de ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle, indépendant bien sûr des pressions, que ce soit d'ailleurs des États-Unis ou de son allié indéfectible historique Israël, qui, elle, évoque et prétexte d'autres facteurs qu'on pourra évoquer par la suite. Très bien. Gamel Abina, qu'on vient de le rappeler, Badis Renissa, depuis 2011 déjà, la Palestine demande à devenir État membre permanent de l'ONU. Cela dit, en 2011, les États-Unis ont clairement exprimé qu'elles allaient mettre un veto, chose qu'ils ont fait. Pourquoi ce veto américain déjà en 2011? Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le jeu paraît un peu plus édulcoré du côté américain? Est-ce que c'est le soutien de la Chine qui fait peser une pression diplomatique sur les États-Unis qu'on sait déjà isolé au sein du Conseil de sécurité, mais même sur l'échiquier international? Non, je ne crois pas que ce soit la Chine. Même la Chine a toujours été pro-palestinienne. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est le Sud global qui, dans son entière majorité, ça a été dit, 137 pays, sont pour la création d'un État palestinien. L'Algérie n'a pas attendu pour le proposer, puisqu'elle a créé l'État palestinien en 1988. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les pays qui sont opposés à cela, c'est le Nord global. Donc c'est en gros les anciennes puissances coloniales et tous leurs affiliés. Alors le Japon étant sous domination coloniale, évidemment, il va voter comme les Américains, les Allemands pareil. En revanche, il y a effectivement une fissure qui est en train de se produire.
La fissure, elle est simple, c'est de se dire que d'un côté, on a l'Espagne, par exemple, qui est pour la reconnaissance de l'État palestinien, l'Irlande du Nord qui a subi le colonialisme, qui est pour la reconnaissance, et aux États-Unis, chez les démocrates, les jeunes démocrates sont opposés à la guerre et donc pour la reconnaissance, et les populations, il y a eu plus de 800 manifestations en faveur de la Palestine, ce qui n'est jamais arrivé avant, eh bien les populations sont en faveur effectivement de l'État palestinien. Donc aujourd'hui, on a vraiment une sorte de bloc monolithique occidental qui a craqué, parce que le niveau de barbarie est tellement élevé, l'injustice tellement est criante, et surtout le fait qu'il y a des risques d'un conflit généralisé, c'est ce qui fait peur à tout le monde, parce que l'Iran est entré dans la danse. Eh bien, on se dit qu'il va falloir trouver une solution diplomatique définitive, sachant surtout que l'entité sioniste, dirigée par l'extrême droite aujourd'hui, n'est plus crédible. Donc tous ces éléments font que les Américains sont sous pression, mais il faut jamais oublier que l'Amérique n'a jamais voulu la création de l'État palestinien. Le seul accord de 93 qui avait été fait, c'est à la suite de la destruction de l'Irak, pour endormir le monde arabe, pour endormir les Palestiniens. Ils ont proposé une phase transitoire de 5 ans, de 93 à 98, pour soi-disant créer un État palestinien. On est arrivé en 98, pas d'État palestinien, le prétexte a été la mort de Rabin. Et c'était un prétexte fallacieux. La majorité des sionistes ne veulent pas d'État palestinien parce qu'ils ne veulent pas un État en sécurité, ils sont en insécurité. Ils ne veulent pas un État qui soit viable économiquement. Si la Palestine recrée, il y aura une viabilité parce que le monde arabe peut investir dedans. Et surtout, ils ne veulent pas un État parce que ça mettrait en péril le rêve du grand Israël, Eretz Israël, qui était voulu par les premiers pionniers sionistes, qui voulaient dominer toute la région, du Sinaï jusqu'à l'Euphrate et le Tigre à l'Euphrate. Donc tout cela, effectivement, a changé, ça a été rebattu, les cartes ont été rebattues pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a eu cette attaque du 7 octobre qui a fragilisé la position sioniste, qui a démontré que ce n'étaient pas des surpuissants et que les Palestiniens étaient toujours debout. Et la seconde raison, c'est la frappe qui est intervenue après l'agression israélienne contre l'Iran, qui a montré que le territoire sioniste était à portée de missiles et qu'ils ont prévenu, ça a été une frappe qui était mesurée, mais s'il y avait une nouvelle attaque, cette fois-ci, ils frapperaient sans le moindre avertissement et sans le moindre égard pour les sionistes. Donc aujourd'hui, effectivement, le monde a changé parce qu'effectivement, le risque pour l'État sioniste est devenu existentiel. Très bien, je viens vers vous, Badis Renissa, et on va faire un petit saut en arrière. On revient en 2012, l'année à laquelle l'État de Palestine a été accepté comme membre non permanent au sein de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi est-ce que finalement on peut accepter l'État de Palestine en qualité de membre non permanent ou d'observateur plus précisément, mais elle est acceptée autant qu'État, je précise bien, contrairement à l'Union européenne qui a accepté autant qu'entité ou encore au Vatican. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut l'accepter déjà autant qu'État? Et vous l'avez dit tout à l'heure, elle est reconnue par plusieurs pays membres de cette organisation, mais on lui refuse le statut d'État à part entière. Qu'est-ce que cela change concrètement pour l'entité sioniste si la Palestine a ce statut? Permettez-moi d'ailleurs de revenir sur cette adhésion en 2012 en tant que membre non permanent, observateur, qui plus est, et qui d'ailleurs de facto évoque un peu cette incohérence et cette opposition en matière d'approche diplomatique au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'ONU elle-même, puisqu'elle reconnaît partiellement ou à demi-mot qu'effectivement on parle d'un État. Au même titre que d'ailleurs son adhésion dans d'autres organes et instances affiliées à l'ONU, à savoir l'UNICEF et d'autres instances. Donc, c'est-à-dire que... Je rappelle quand même que l'UNESCO a accepté en 2023 la Palestine en tant que membre. Et c'est là où je veux en venir, c'est là où effectivement il y a cette incohérence abyssale, à savoir qu'on reconnaît à demi-teinte, mais on ne reconnaît pas quand il s'agit de reconnaître cet État en tant qu'État membre qui peut jouir, et c'est là où d'ailleurs la problématique se pose, à savoir reconnaître aujourd'hui l'État palestinien, c'est reconnaître aussi sa souveraineté, reconnaître aussi ses droits légitimes, ses droits fondamentaux, son droit international, et notamment qui mettra en tout cas en porte-à-faux Israël dans son approche aujourd'hui, dans sa perspective, mais surtout sa vision quant à la Palestine, qu'elle qualifie d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, d'État terroriste. Donc, il faut revenir aussi peut-être au prétexte évoqué et clamé par tant les États-Unis qu'Israël, à savoir que cette adhésion doit se faire via un accord bilatéral entre les deux entités, entre les deux belligérants. À savoir que on ne peut pas d'abord considérer que l'origine du problème peut être l'origine d'une solution, puisque l'entité sioniste est une entité voyou qui n'obéit à aucun règlement, encore moins le droit international et encore moins la résolution 2728 récemment qui exigeait ce cessez-le-feu. Et puis une entité sioniste aussi qui, de l'autre côté, au mois de février, a voté massivement au sein de son Parlement l'exclusion de toute reconnaissance d'un État palestinien le considérant comme un État terroriste. Donc vous voyez qu'il y a
cet antipode, on va dire, des approches qui fait qu'aujourd'hui, c'est une posture, c'est un postulat de la part des États-Unis, bien évidemment, puisque c'est elle qui détient les clés, justement, de ce vote, à savoir cette vétoisation. D'ailleurs, à ce propos, on est passé d'une vétoisation d'un génocide vers une vétoisation de l'exclusion, justement, de droit d'un peuple à la liberté, à la vie, puisqu'il est question aujourd'hui de génocide à Gaza, vous l'aurez constaté, plus de 34 000 morts au sud de cette communauté internationale, qui reste, ma foi, assez hypocrite, qui reste, ma foi, assez dans l'expectatif, puisque les États-Unis aujourd'hui, et je reviens sur un aspect fondamental, si vous me le permettez, quand vous avez posé cette question, pourquoi cela dérange, il faut revenir à la législation américaine elle-même, puisque faut-il rappeler que les États-Unis, dans sa législation, elle a conditionné le financement de l'ONU avec justement l'exclusion de tout accord, notamment d'adhésion de l'État palestinien, hors accord bilatéral entre les deux entités, à savoir l'État israélien et la Palestine. C'est pour vous dire qu'effectivement, il revêt d'une question de politique nationale américaine intérieure aujourd'hui. Donc c'est pourquoi, de mon point de vue, en tout cas, les États-Unis pèsera de tout son poids dans cette équation, et c'est ce qu'elle fait d'ores et déjà avec effectivement le Nord global, mais au-delà du Nord global, puisque effectivement il y a des frictions même, hein, puisqu'on évoque certaines oppositions, notamment du gouvernement espagnol, mais d'autres gouvernements européens qui aujourd'hui voient justement ce génocide, puisqu'il y a aussi une question de timing aujourd'hui, ce génocide à Gaza, prouve qu'effectivement, la solution est une solution qui devrait être purement politique et diplomatique et non pas militaire, puisque, encore une fois, Israël est loin, très loin justement de ses objectifs, notamment militaires, politiques, à savoir mettre un terme ou hors d'état de nuire le Hamas et toute résistance palestinienne, mais au-delà aussi de la question qui est exclure et marginaliser, voire même exterminer la cause palestinienne. Or, la cause palestinienne aujourd'hui, elle est sur la table justement de cette communauté internationale qui doit, encore une fois, faire face à une responsabilité historique, à savoir aller au-delà et puis vraiment aller dans une espèce d'approche effective et non pas de slogan creux comme certains États l'ont évoqué par le passé. Cette solution des deux États aujourd'hui doit exister d'une manière effective et réelle et factuelle. Très bien. Monsieur Habina, comme vient de le signaler notre invité Badis Renissa, donc il est question d'un problème d'intérêt, non pas de légalité, puisqu'on sait que la Palestine aujourd'hui, elle a la légalité internationale de son côté. Aux yeux de l'ONU, pour devenir État permanent et membre permanent, il faut avoir des frontières, il faut avoir une capitale. Or, on sait très bien que l'entité sioniste est en train d'occuper de nouveaux territoires et d'établir de nouvelles colonies. Est-ce que finalement, aujourd'hui, contrairement à ce que dit Washington, la Maison-Blanche soutient ouvertement l'expansion sioniste et peut-être même l'expansion sioniste à d'autres pays du voisinage, puisque l'impunité internationale prime sur ce dossier? Tout à fait. Les États-Unis ne sont pas du tout intéressés par la paix. Ils vendent des armes. Il ne faut jamais oublier que c'est un grand vendeur d'armes et qu'ils ont vendu des quantités d'armes faramineuses. L'Arabie a acheté pour 1000 milliards de dollars d'armement en promesse. Les Émirats, le Qatar, Oman, Dubaï. Il y a une course aux armements dans la région qui est inquiétante et qui est voulue par les États-Unis. Ensuite, parce que le dogme américain est un dogme qui est teinté de millénarisme sioniste aussi. Biden l'a revendiqué, je suis sioniste, donc c'est réglé. Mais la problématique qui se pose, c'est de savoir quel sionisme. Il y avait un sionisme de gauche, qui n'est pas nécessairement hyper offensif, et un sionisme de droite et d'extrême droite extrêmement violent. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est pas une question de savoir s'ils vont gagner la guerre. Les guerres ne peuvent pas être gagnées. Se dire si jamais il y a une extension du conflit, est-ce que cette guerre s'arrêtera un jour? Parce que jusqu'à présent, on tuait des enfants avec des cailloux, c'était facile. Puis, il y a eu le Hezbollah, les Houthis, des organisations de résistance asymétriques qui faisaient des guérillas. Donc ça avait déjà fait beaucoup de dégâts en 2006, par exemple, face aux sionistes. Mais aujourd'hui, c'est un État industriel puissant qu'est l'Iran, qui appartient en plus au bloc de l'Est, il est revenu sur le bloc de l'Est, et qui n'acceptera évidemment pas de baisser les bras face aux sionistes qui l'ont provoqué. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que les États-Unis ne veulent pas la paix, c'est évident parce que c'est de l'argent à prendre. Que les États-Unis ont un dogme aussi. Ils sont aussi un peu, il y a des visions aux États-Unis qu'on connaît, les évangélistes particulièrement, qui sont aussi en une vision millénariste, très très teintée de religiosité et d'impérialisme occidental. Donc tous ces éléments confondus font qu'effectivement la question palestinienne n'est pas réglée. Mais il ne faut jamais perdre de vue une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas d'État palestinien aux yeux de l'Occident parce qu'on ne parle pas du gouvernement palestinien. On utilise un terme édulcoré, on parle d'autorité palestinienne. Donc il y a une négation même de l'idée d'un gouvernement. Ensuite, parce qu'ils ne veulent pas lâcher évidemment Jérusalem, on l'a compris, mais ils ne veulent pas lâcher non plus
les territoires qui ont été conquis par la guerre et par l'espace. Je parle évidemment de Rafah, enfin de Gaza. Je parle évidemment de toute la région une partie du sud Liban, puisqu'il reste encore les femmes de Shebarik qui sont occupées. Je parle évidemment du Golan qui est occupé et qui a été annexé. Je parle évidemment de la Cisjordanie qui est occupée. Tous ces éléments-là sont largement discutés. Ça ne veut pas dire que si on avait une position ferme de l'Occident et du reste du monde face à cet État voyou, parce qu'on peut parler de rockstead, d'État voyou en l'occurrence, s'il y avait une position ferme pour dire maintenant vous allez arrêter ça et on va négocier de force, ça veut pas dire que les colons ne partiraient pas, parce que les colons sont partis du Sinaï. Quand il y a eu les accords de Camp David, on a chassé les colons. Ils sont partis de Gaza. Donc c'est pas une question coloniale, c'est une question impériale avant toute chose. L'Empire américain veut garantir que son allié dans la région, le seul allié qui lui reste, réellement solide. Parce que les autres alliés, ce sont des dictatures. Donc il les prend pas au sérieux. Ils ont perdu l'Iran à l'époque, donc il leur reste cet allié-là, qui est un allié indéfectible. Et c'est une raison pour laquelle il dit tout le temps, nous sommes des alliés indéfectibles. Nous serons toujours aux côtés d'Israël. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour que le monde entier, qui a la majorité écrasante, impose à cette minorité qui se comporte comme des dictateurs avec leur droit de veto, que le droit soit appliqué. Aujourd'hui, la Palestine a son bon droit, les Palestiniens sont chez eux, pour le rappeler à chaque fois. On a l'impression de devoir excuser une situation. Ils sont chez eux, ils sont spoliés et ils doivent être rétablis dans leur territoire. Donc ces questions-là sont posées qu'acuité, mais moi j'ai envie de dire simplement, avec l'échec cuisant des sionistes, avec Gaza, l'échec cuisant face au Hezbollah et l'échec cuisant face à la réponse iranienne, est-ce qu'il y a une solution militaire pour eux? Non. Ils ont une bombe atomique qui leur sert à rien, on va l'utiliser dans la région. Sur un plan conventionnel, ils sont très faibles, on le sait aujourd'hui, puisque c'est ces alliés qui ont fait le travail. Les missiles qui ont été tirés ont été interceptés essentiellement par les Arabes, par les Américains, les Anglais et les Français. Donc ça en dit long sur la réalité. Puis dernière chose importante, les sionistes ne font la paix qu'avec les dictatures. Ils ne font pas la paix avec les peuples. Ils ne parlent pas au peuple, ni au peuple palestinien, ni au peuple arabes. Le jour où les peuples arabes se débarrassent des dictatures, qu'est-ce qui reste? Il reste comme en Iran un ennemi farouche avec un peuple farouche. Donc, ces questions-là doivent être réfléchies. Je pense aujourd'hui que l'Occident est prêt à les prendre en considération. Que le risque d'une conflagration avec du pétrole très élevé, une catastrophe économique pour tout le reste du monde. Très bien, merci. Gamel, je viens vers vous, Monsieur Renissa. Comme vient de l'expliquer Gamel Abina, l'enjeu, il est régional. On va rester dans la région et parler de ces pays normalisateurs avec l'entité sioniste suite aux accords d'Abraham. Ces pays, quand ils ont décidé d'aller vers ces accords de la honte, ils avaient eu des promesses. La première promesse était l'arrêt d'établir de nouvelles colonies de la part de l'entité sioniste. La deuxième étant l'édification d'un État palestinien. Aujourd'hui, il y a le veto américain qui est l'architecte de ces accords. Que doivent faire finalement ces pays arabes face à tant de contradictions et à tant de mépris de ces accords finalement? Ces États devraient avoir honte, qui plus est aujourd'hui, qui sont portés par leur société civile, qui s'opposent effectivement à cette normalisation, ou dois-je dire ce troc perdant, puisqu'il a troqué une cause palestinienne, une cause juste, une cause d'un peuple, une cause d'une liberté, d'une indépendance d'un peuple longtemps opprimé et oppressé, et même aujourd'hui qui subit des génocides et les affres d'une colonisation accrue, encouragée et surtout aussi cautionnée. Donc la normalisation était aussi un fonds de commerce, faut-il rappeler, et surtout par laquelle je dirais s'alimenter cette machine de guerre qui est l'entité sioniste et son projet colonial, et au-delà de ce projet colonial, ce projet de grand Israël au Grand Orient. Donc, mais aujourd'hui, force est de constater, il me semble que ces premiers acteurs, notamment de cette normalisation, se trouvent un peu, j'ai envie de vous dire, en position de, je dirais, de mûre réflexion et de profonde réflexion en état de cause, en tout cas aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza. Elles sont affaiblies et fragilisées, comme j'ai expliqué. D'ailleurs, le voisin de l'Ouest aujourd'hui subit au quotidien justement des marches et des manifestations pour justement annuler cette normalisation de la honte, quand on sait qu'aujourd'hui les frères et les sœurs palestiniens meurent sous des tonnes et des tonnes de bombes de l'entité sioniste. Donc, on revient aussi sur la question fondamentale, à savoir l'acheminement aujourd'hui qui est en train de se faire. Comme j'expliquais tout à l'heure, le timing est opportun, puisque justement cette question des deux États n'a jamais été aussi présente, aussi palpable.
aussi factuel sur la scène internationale. Et c'est pourquoi il me semble que d'ailleurs, je reviens sur le curseur de stabilité, le vecteur de paix qui est l'Algérie aujourd'hui, qui joue un rôle prépondérant, à savoir aller jusqu'au bout justement de ce processus et entamer ou ouvrir en tout cas, non pas une finalité, mais un levier de paix, puisque la question des deux États et notamment la question de l'adhésion de la Palestine ouvrira justement des négociations, ouvrira la première pierre en tout cas pour pouvoir, la première pierre angulaire qui plus est dans cette équation complexe, mais surtout aussi mettra en phase justement cette communauté internationale qui a longtemps joué un peu la politique de l'autruche, faut-il le rappeler. Je reviens aussi sur certains obstacles qui sont aujourd'hui portés comme arguments fallacieux, pernicieux qui plus est d'abord des États-Unis, mais aussi d'Israël, à savoir, et tout à l'heure ça a été évoqué, les accords d'Oslo de 1993, je reviens sur la notion, l'absence de notion d'État à part entière, mais plutôt une notion d'un pseudo-État ou une entité à l'époque, et qui a été signée par Yasser Arafat comme une espèce de pression effectivement post-guerre en Irak. Et aussi l'assassinat d'Isaac Rabin qui a enterré à jamais effectivement ce processus de paix qui s'entamait peut-être bancalement, mais qui s'entamait auquel aujourd'hui on voit un peu les résultantes, en tout cas le projet réel de cette entité sioniste qui exclut tout dialogue, toute négociation, puisqu'on n'est plus dans une approche politique rationnelle, on est dans l'irrationalité la plus totale, tant aux côtés des États-Unis, mais aussi de côté de l'entité sioniste. On fait face à une singularité aujourd'hui politique, à savoir un gouvernement sioniste et religieux qui parle de projets messianiques, qui parle de l'édification d'un troisième temple à Jérusalem, qui parle du retour du Messie. Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas dialoguer, ni débattre, ni entamer un processus diplomatique quand on a affaire à des acteurs qui sont dans l'extrémisme religieux le plus absolu et le plus suicidaire. Très bien. Je reviens vers vous, Monsieur Habina, avec la même question. Est-ce que finalement aujourd'hui, que peut faire ou que doivent faire les États normalisateurs face au mépris des États-Unis et de l'entité sioniste? Brièvement, Monsieur Habina. Brièvement, je réfute le terme de normalisation. Normalisation, c'est un rapport normal d'État à État. Il n'y a pas un État normal là-bas, c'est un État qui est dirigé par des racistes et qui ont une vision suprémaciste et complètement teinté de religiosité, très inquiétant d'ailleurs. Donc ce n'est pas normal que les États arabes, que les dictateurs arabes d'ailleurs, aient fait la paix avec ces États-là. Parce que leurs peuples n'ont pas été consultés, on commence par le début, et surtout parce que la normalisation, c'est avec la Palestine qui doit être faite. Comment voulez-vous avoir des rapports normaux quand on tue vos frères palestiniens et quand on nie l'existence de Jérusalem en tant que ville arabe et quand on nie l'existence des Palestiniens en tant que peuple palestinien qui ont toujours vécu là-bas. Donc la normalisation, comme on l'appelle, qui est un terme détestable, doit être remplacée par capitulation. Ces États sont lâches et ils se disent, puisque les sionistes sont plus forts que nous, eh bien on va capituler. Sauf que il y a une époque où Nasser ne capitulait pas. Il y a une époque où les Libanais aujourd'hui ne capitulent pas, l'Iran ne capitule pas, les Houthis ne capitulent pas, l'Algérie ne capitule pas. Donc il faut faire très attention au terme. Je réfute ce terme et je considère qu'il n'y a aucune porte de sortie pour ces dictateurs qui ont accepté de baisser les bras devant l'entité sioniste. Très bien. Merci Gamel Habina. Je rappelle que vous êtes observateur des questions internationales. J'étais également accompagné ce soir de Badis Renissa, également observateur des questions internationales. Quant à vous, très chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève ce échiquier international. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales et n'oubliez pas, prenez soin de vous.